Bonsoir à toutes et tous. On reprend les bonnes habitudes. C'est la rentrée de l'actualité politique via, comme tous les soirs, le 20h politique. On va prendre l'actualité de la journée qui va nous emmener du côté, bien sûr, de l'Elysée pour le séminaire de rentrée du gouvernement. Il a connu une séquence difficile, Emmanuel Macron, le président de la République, durant l'été. Il est temps maintenant de resserrer les boulons, de se projeter vers cette rentrée qui sera incarnée par la présentation et la contestation aussi de la réforme du Code du travail. Donc Emmanuel Macron, volontaire, pas question de changer de cap. Il veut de l'action et de la détermination. Ah, les Insoumis, ils ont fait parler d'eux ce week-end, bien sûr, autour de Jean-Luc Mélenchon. Et ils ont appelé à la déferlante. À la déferlante pour le 23 septembre prochain, pour contester justement cette réforme du Code du travail. Est-ce qu'ils peuvent réussir leur pari de mobilisation? Il y aura les syndicats le 12 et les Insoumis le 23. Et puis aujourd'hui, à l'Elysée, on y retournera. Il y avait une réunion importante autour du président de la République avec des chefs d'État et de gouvernement européens et africains pour évoquer la question humanitaire des migrants, savoir où on installe des centres de rétention que l'on appelle des hotspots. Un certain nombre de propositions ont été formulées, reste à savoir si elles peuvent se concrétiser. Voilà pour l'actualité du jour, telle que nous allons vous l'expliquer avec Laurent Neumann, avec Routel Krief et avec Thierry Arnaud. 20h politique donc avec la rentrée du gouvernement. Aujourd'hui à l'Elysée, séminaire autour du chef de l'État. Il faut donner une dynamique, que les Français sachent que rien ni personne, et encore moins les sondages, n'entameront la volonté de réformer. On écoute Emmanuel Macron. J'espère que vous êtes reposés pour les uns, que les esprits se sont clarifiés quand ils devaient se clarifier, que le recul a été pris, que les forces ont été reconstituées pour attaquer cette rentrée dans des termes indispensables, ceux du volontarisme, de l'ambition et de l'exigence. Certains prédisent le pire, mais si nous sommes là, c'est pour faire, avec détermination. Volontarisme, ambition, exigence, on retiendra la dernière phrase, faire avec détermination. C'est vrai qu'on a eu un drôle d'été pour le chef de l'État. On se souvient de ce mois de juillet avec une Assemblée nationale qui avait du mal à se mettre en place, des cafouillages. On a eu la polémique de l'été avec la CSG, avec les APL. Un président de la République que l'on n'a pas entendu, hormis de l'étranger pour dire que les Français détestaient la réforme, et puis de temps en temps une photo avec un maillot de l'OM pour dire regardez, je suis affûté, je suis en forme. Peut-être qu'il aurait été meilleur que l'équipe olympienne hier face à Monaco s'il avait été au bon poste. Enfin, tout ça pour dire, est-ce qu'il est conscient, Emmanuel Macron, d'avoir raté sa séquence estivale, Thierry Arnaud? Oui, bien sûr, et ce qu'on vient d'entendre et de voir nous en donne la preuve. On a bien compris que l'enjeu pour lui, c'était d'essayer de faire en sorte qu'une rentrée réussie efface un été douloureux. Les sondages sont parfaitement clairs. Les raisons, on y reviendra, mais c'est aussi le reflet, au-delà de ce qui s'est mal passé pour lui cet été, que d'une forme de victoire en trompe-l'œil à l'élection présidentielle d'un président qui a été bien élu si on s'en réfère au score, mais avec beaucoup d'abstention, et plus pour faire exploser le système politique que par une adhésion massive au projet qu'il portait. Et donc cette fragilité, il la retrouve de manière assez logique en cette rentrée. Mais oui, bien sûr qu'il est conscient de ses difficultés. Et la raison d'être de ce séminaire, la raison d'être de cette prise de parole et de ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est précisément d'essayer d'y répondre. Ruth. Moi, je suis frappée. C'est vrai qu'Emmanuel Macron ne voulait absolument pas faire comme François Hollande, c'est-à-dire parler avec les journalistes. Mais simplement aujourd'hui, ce n'est pas une question de parler avec les journalistes, c'est parler aux Français. Le problème, il est que les Français se sont sentis, sont tout à fait surpris, inquiet. Il ne condamne pas encore complètement, il laisse largement sa chance au nouveau président. Mais ils sont inquiet et c'est une forme d'avertissement qu'il lui donne à travers une baisse assez forte dans les sondages. Pourquoi ? Parce qu'il ne leur a pas suffisamment rappelé la vision d'ensemble qu'il a. Lorsqu'ils apprennent qu'il va y avoir une diminution de l'aide publique au logement, lorsqu'ils apprennent qu'il y a des contrats aidés qui vont disparaître peut-être dans les écoles ou dans les collectivités locales, que la CSG va augmenter, etc. pour les retraités. Bien sûr, c'était dans le programme, pas tout d'ailleurs, parce qu'il y a des mesures budgétaires qui n'y étaient pas. Mais il voudrait comprendre à quoi ça va servir. Bien, peut-être que la baisse des aides publiques au logement, c'est parce qu'en fait, ça fait augmenter plutôt les loyers et en réalité, ça n'aide pas à trouver un logement. Mais il faut l'expliquer aux Français. Tout cela, Emmanuel Macron, à mon avis, a peut-être pensé qu'il n'avait pas besoin de l'expliquer.
à travers les journalistes, aux Français directement, d'une façon ou d'une autre. Or, ils ont besoin de ces explications. Ils ont besoin. Et aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il fasse cette pédagogie, il faut qu'il fasse cette explication. Du coup, ça lui a mis un boulet quand même au pied dans l'élan qu'il comptait donner à cette rentrée, Laurent Neumann. Oui, parce que par ailleurs, tout ça s'inscrit sur une toile de fond particulière. C'est qu'on entend déjà depuis une petite dizaine, une quinzaine de jours l'idée que ça va mieux, qu'il y a une sorte d'embellie économique. Mais alors, s'il y a une embellie économique, il faut expliquer aux Français pourquoi, dans certains domaines, il faut continuer à faire des efforts. Et puis, il y a un deuxième aspect qui me paraît important, c'est que les signaux qui ont été envoyés depuis le début de l'été, je dirais depuis le début du mois de juillet, première quinzaine de juillet, sont des signaux contradictoires. On a donné l'impression à l'électorat de gauche qui a voté Emmanuel Macron, que toute une série de mesures sur le terrain social et économique étaient plutôt des mesures de droite. Et donc, certains sont devenus impatients de voir les résultats, mais certains commencent à se dire c'est pas tout à fait ce que j'imaginais. La baisse des APL, la suppression des contrats aidés, le fait que la CSG... la diminution des contrats aidés. La baisse des dotations pour les collectivités locales aussi, qui peut avoir des incidences. Le fait, par exemple, que la taxe d'habitation ne soit pas supprimée immédiatement, le fait que la hausse de la CSG ne soit pas compensée à 100% immédiatement. Tout ça... Mais vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi est-ce qu'au cœur de l'été, même si là maintenant on est sur le séminaire, on est sur la rentrée, ce que je veux comprendre pour celles et ceux qui n'ont pas forcément été au fait de tout ce qui s'est passé, pourquoi au cœur de l'été il n'a pas réalisé ça, Emmanuel Macron, alors que tous les articles, les éditorialistes, même les sondages montraient qu'il y avait un vrai problème de compréhension entre lui et les Français. Qu'est-ce qui l'a empêché et justement qui lui a mis ce boulet pour cette rentrée, Thierry Arnaud, selon vous? Il avait théorisé, et à juste titre, l'idée que la parole présidentielle devait être rare et que le temps présidentiel était un temps long, et il pensait être parvenu à avoir fait comprendre cette idée-là. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en réalité, il y a besoin de la parole d'Emmanuel Macron pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que c'est lui qu'on a élu. C'est lui qui porte ce projet. Si vous regardez l'équipe qu'il y a autour de lui, il y a finalement à la tête du gouvernement et à la tête d'un des ministères importants, un seul responsable politique qui accompagne Emmanuel Macron depuis le début dans sa démarche politique, c'est Gérard Collomb à l'intérieur. Mais même le Premier ministre, il a longtemps suivi, milité, porté la campagne d'un autre candidat en l'importance, en l'occurrence Alain Juppé. Philippe, il n'a pas été bon la semaine dernière aussi chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, c'est une façon charitable de le dire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est la collision de deux choses. La première, c'est que lui ne parle pas. Et la deuxième, c'est que personne autour de lui, il n'y a pas de relais puissant pour faire l'explication à sa place. Et donc, ça rend d'autant plus perceptible le vide de la parole présidentielle. Donc, il a manifestement poussé trop loin, il a poussé de manière un peu extrême le fait qu'il ne devait pas s'exprimer. Et l'autre chose qui a, à mon avis, ajouté à cette difficulté, c'est que pendant qu'il ne disait rien, il nous donnait quand même beaucoup à voir. On voyait Emmanuel Macron footballeur, Emmanuel Macron jouer au tennis, Emmanuel Macron avec Poutine, Emmanuel Macron dans un sous-marin, Emmanuel Macron en tenue d'aviateur. Et puis, on avait donc le sentiment qu'il faisait beaucoup de com. Les images sans le son. Mais qu'on n'avait pas le son. Et évidemment, de ce point de vue, il y a une métaphore qui est douloureuse, mais en même temps assez éloquente. C'est celle des 26 000 € dépensés pour son maquillage. C'était un président qui voulait nous montrer un très beau visage, mais pas nous dire grand-chose. D'ailleurs, avec le risque, pardon, pour finir, d'apparaître comme arrogant et d'apparaître comme narcissique et de ne pas assez apparaître comme proche des gens et quand même en étant déterminé à transformer la France. Non, mais parce que là, on est sur la rentrée. Du coup, est-ce qu'il va parler ? Mais quand il va parler, c'est pas pour parler, comme vous le disiez, c'est simplement pour expliquer aux Français. Est-ce qu'un entretien se profile à l'horizon dans la presse écrite, une venue par exemple le matin avec Jean-Jacques Bourdin ou avec Routel Krief le soir à 19h? On y réfléchit. Il devrait faire un entretien dans la presse écrite, vraisemblablement assez prochainement. Donc rentrée du gouvernement, la droite et le Front National n'attendent pas grand-chose de la majorité actuelle. Vous savez, ça se résume en quelques mots quand on écoute Roger Karoutchi, le sénateur des Hauts-de-Seine, et Stéphane Ravier pour le FN. Moi, je dis au Premier ministre, avec toute l'estime que j'ai pour lui, plus de concertation, oui, mais aussi plus de mesures concrètes. Les Français attendent des résultats. Ils veulent plus de promesses, ils veulent plus de grands principes, ils veulent des résultats. Et pour le moment, le chômage reprogresse, les difficultés de la vie sont les mêmes, le déficit baisse à peine, la dette est toujours là. Quand il n'y a pas d'argent, il faut aussi parler de mesures de réduction de la dépense publique. On n'y est pas.
C'est une rentrée, je dirais, traditionnelle, avec des déclarations traditionnelles. Moi, je fais de la politique depuis quelques années déjà, et c'est la même rentrée que j'entends, comme mes compatriotes d'ailleurs, des annonces. On va s'attaquer au chômage, on va s'attaquer à l'insécurité, des effets d'annonces qui ne sont jamais suivis d'effets, ou en tout cas, les effets sont contraires à ce qui a été annoncé, c'est-à-dire toujours plus de chômage, toujours plus d'insécurité. Donc, il ne suffit plus de communiquer, et de très mal communiquer d'ailleurs, parce que les Français pensaient avoir élu un président de la République, ils ont élu un méprisant de la République. Bon, changer de style, c'est une chose, mais c'est surtout changer le fond. Ouais, là, on est chacun dans son rôle, les Républicains et le Front National. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un bon résumé de ce qui arrive à Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines. En gros, la droite extrême et une partie de la droite lui reprochent de ne pas être assez rude sur les questions d'immigration, de sécurité, etc. Une partie de la droite, et on vient d'entendre Roger Carucci, lui reproche de ne pas aller assez loin dans les économies budgétaires, dans les baisses d'impôts, bref, de ne pas être assez de droite. Et puis de l'autre côté de l'échiquier, vous avez toute une série de gens de gauche qui vont maintenant de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande, dont on a oublié la prise de parole la semaine dernière, et qui disent tout ça, c'est un programme de droite. On demande trop de sacrifices aux Français, on envoie trop de signaux. Ça n'est pas pour ça qu'une partie de l'électorat de gauche a déserté le Parti socialiste pour aller choisir Emmanuel Macron. Ils pensaient, cela, qu'au fond, Emmanuel Macron ferait quand même une politique de gauche. Et donc, du coup, il est en train de commencer à décevoir les uns et les autres. Et c'est pour ça que ce matin, il a envoyé toute une série de signaux, la hausse du budget de l'éducation nationale, un plan pour les étudiants, un plan logement, la hausse du minimum vieillesse. Il est en train de parler à son côté gauche en ce moment. Ça dodeline sur votre côté droit, Laurent Neumann. J'attends Thierry Arnaud, pas vraiment d'accord. Le petit différent que j'ai avec Laurent, c'est sur le... Je crois que personne n'attendait qu'Emmanuel Macron transforme le pays en 3 mois. Personne n'attendait de résultats à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. Je veux dire, les gens sont suffisamment raisonnables et intelligents pour comprendre que faire une réforme, la faire voter, la mettre en place, et le fait que cette réforme fonctionne ou ne fonctionne pas, il faut plusieurs années pour en juger. Ce qui me pose problème, c'est les questions relatives à la direction de ce quinquennat, le sens de ce quinquennat. Les choses avancent et les réelles intentions d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que, quelque part, on en revient toujours à cette idée qui est centrale, qui est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut rectifier la situation, expliquer les choses, et c'est Emmanuel Macron lui-même. Alors, c'est une condition, j'allais dire, nécessaire, mais pas suffisante. On est là à dire qu'il est victime de son silence, non pas au sens où il n'a pas parlé du tout, mais au sens où il n'a pas donné de sens aux choses. Rien ne nous dit, à contrario, que s'il avait beaucoup parlé, il aurait limité sa dégringolade dans les sondages. Mais quand même, il y a des moments, il y a des occasions qu'il a peut-être laissé passer, à mon sens. Je vous donne un exemple, la fin de la session parlementaire. Le Parlement a beaucoup travaillé. Il l'a fait de manière parfois chaotique et approximative parce qu'il y avait beaucoup de jeunes députés. Mais enfin, quand même, il a beaucoup travaillé et il a voté des textes importants. La loi sur la moralisation d'avis public. La loi sur la moralisation d'avis politique. Elle est presque passée et il a voté également cette loi autorisant le gouvernement à procéder, le président de la République, à faire ses ordonnances sur la loi travail. C'est un moment qu'il aurait pu choisir pour dire, voilà, cette section parlementaire, elle est terminée. Voilà ce que la majorité a fait voter par mon initiative. Voilà quel sens ça a. Et voilà la démonstration que mon quinquennat avance dans le sens que j'avais promis aux Français. Voilà, par exemple, ce qui a pu être, à mon sens, une occasion manquée pour lui. C'est donc la rentrée avec la mère des réformes, si vous voulez, la pierre angulaire du quinquennat, qui arrive, la réforme du Code du travail. Alors, Édouard Philippe le disait ce matin, les Français savent que le pays a besoin de réformes, nous allons réparer le pays. Et il s'expliquait, le Premier ministre. Les modifications du droit du travail qui sont incluses dans ces 5 ordonnances visent à répondre aux besoins des salariés et des entreprises. Besoin de souplesse, des deux côtés d'ailleurs, aussi bien chez les salariés que chez les entreprises. Besoin de sécurité, besoin de simplicité aussi, avec un objectif, faire disparaître le chômage de masse, qui reste une spécificité française et auquel nous n'avons pas su collectivement depuis maintenant de trop longues années, apporter une réponse claire. Voilà. Donc là maintenant, on rentre vraiment dans le sérieux des réformes, la présentation. Le passé, on n'a pas su répondre au chômage de masse. Nous allons réparer la France. Attention, réparer la France qui a été abîmée, cassée par ce qui était aussi la famille politique d'Édouard Philippe. Faut pas qu'il l'oublie non plus. Et face à cette détermination de réparation de la France, vous avez les Insoumis qui commençaient à se chauffer, à faire claquer les bretelles hier du côté de Marseille.
Notre société est en train de basculer sous les coups du capital dans un ordre des choses et une organisation sociale qui tourne le dos à ce que le Conseil national de la résistance et toutes les luttes de nos anciens ont forgé pour nous libérer. Le 23 septembre prochain, il faut que le peuple déferle à Paris contre le coup d'État social, contre le coup d'État antidémocratique qui s'organise contre lui. Assez de bavardage, assez de discussions, plus d'action. Ne compte que celui ou celle qui marche devant et entraîne les autres. C'est votre tâche à vous autres, les insoumis. Pas de blabla, du combat. Vous voyez le contraste. Édouard Philippe appelle à réparer. Jean-Luc Mélenchon dénonce la casse. 31 août, on présente les ordonnances. Tout le monde verra clairement ce qui va se passer. 12 septembre, certains syndicats dans la rue. La CGT notamment. Voilà, la CGT. Et le 23, hop, les Insoumis veulent faire déferler le peuple sur la capitale. Donc là, on rentre vraiment dans le sérieux, là, Laurent Neumann. On a eu une longue séquence, vous vous souvenez, d'Emmanuel Macron sur le plan international. Parce qu'on dit qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas parlé, mais Dieu sait s'il a parlé. On l'a vu absolument partout. Jeudi, c'est peut-être l'acte 1 du quinquennat d'Emmanuel Macron sur le plan intérieur. Parce que du contenu de ces ordonnances, de l'accueil des syndicats, de l'accueil de l'opinion publique, de la mobilisation ou non, lors des 2 manifs commandités par la CGT le 12 et par la France Insoumise 10 jours plus tard, on saura la capacité d'Emmanuel Macron à aller de l'avant, à faire front contre la fronde, à montrer sa capacité à réformer, parce qu'en réalité, ces ordonnances, c'est le premier acte. Derrière, il y a l'indemnisation chômage, il y a la formation professionnelle, il y a les retraites, il y a encore énormément de chantiers. D'ailleurs, il y a un mot-clé dans le langage d'Emmanuel Macron, on ne parle plus de réforme, on parle de transformation. Ouais. Chaque chantier est un élément, mais un élément seulement, de la transformation. Donc ce premier élément-là, il est majeur. Donc ce qui va être intéressant, c'est de montrer à quel point, jusqu'où Emmanuel Macron veut aller, ou ne pas aller. D'accord. Ça, on le saura jeudi. Au mois d'août, on a eu des réunions avec les syndicats. Alors, c'était la direction du ministère du Travail qui rencontrait les représentants des syndicats. Mais on sentait une frustration chez eux en disant, mais enfin, on n'a pas tous les documents. Jeudi. On n'a pas... Oui, mais enfin, non, chacun a eu une trentaine de pages. Ouais. Oui, mais il n'y a pas eu l'intégralité. Et il n'y a pas l'intégralité. Donc c'est sûr que c'est une méthode assez surprenante, puisque c'est un peu la surprise. Il y a un effet de surprise qui va être je dis, c'est l'effet de surprise, soit vous le reprenez en pleine poire, auquel cas ça risque d'être délicat pour les jours à venir, soit vous dites... C'est gagné, on a réussi, on a isolé la CGT et Mélenchon, et puis on prend le pari qu'ils ne feront pas le plein, quoi, route. En réalité, je pense que les Français, c'était quand même les vacances, c'était quand même l'été, et le détail de la discussion sur le Code du travail, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de fuites, on a des éléments par-ci, par-là, mais la globalité, les Français ne s'y sont pas encore intéressés. C'est donc à partir du 31, de ce jeudi, qu'on va avoir les réactions, et on va avoir nos sondages, on va avoir les analyses et les études d'opinion sur les mesures, les unes séparément et l'ensemble du projet. Et on verra là, évidemment, en fonction. Mais je vais vous dire, j'ai entendu, y compris dans les cercles gouvernementaux, qu'il faudra qu'il y ait une opposition. Il faudra qu'il y ait des gens qui soient dans la rue. Et, enfin, pas trop. Pour montrer qu'on tient bon. Oui, évidemment. Il faut aussi... Si c'est du jeu de rôle. Non, c'est pas du jeu de rôle. S'il n'y a pas d'opposition, c'est qu'il n'y a rien dans la loi. Voilà, c'est que cette loi, en réalité, montrera qu'il y a quelque chose. Et personne s'y oppose. Puisqu'il faut aussi parler à la droite, il faut parler à la fois aux chefs d'entreprise et aux salariés. Donc il faut aussi que... je dirais, aux marges, il y a des insatisfactions pour montrer qu'on fait vraiment le travail. Et pour montrer qu'on peut un peu négocier, qu'il reste encore un peu à négocier aussi, Thierry. Oui, c'est ça l'utilité de ce qu'on vient d'entendre pour Emmanuel Macron dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, de son point de vue, il joue un rôle. L'objectif de cette loi, de cette modification du Code du travail, c'est pas de satisfaire Jean-Luc Mélenchon. C'est clair, c'est d'empêcher quand même que sa mobilisation et celle qui est organisée par les syndicats soit à ce point massive que ça crée des difficultés. C'est là l'enjeu. Il y avait un sondage très intéressant qui est sorti ce matin qui nous disait 2 ou 3 choses. La première, c'est qu'il y a maintenant une majorité de Français qui considèrent que c'est une bonne idée de changer le droit du travail et le code du travail. Et ça, c'est nouveau. Vous auriez fait le même sondage il y a 5 ans, vous n'auriez pas eu du tout la même réponse. Le deuxième aspect qui était intéressant, moins positif pour Emmanuel Macron, seulement 1/3 des Français lui font confiance pour changer le droit du travail. Ils sont 2/3 à se méfier. Et puis ce qui apparaît aussi clairement, c'est que, et c'est ça, de ce point de vue, les annonces de jeudi seront très intéressantes, c'est qu'il y a une mesure symbolique qui pose problème, c'est le fameux
plafonnement des indemnités prud'homales. Manifestement, les Français ne comprennent pas en quoi le fait de plafonner des indemnités au prud'homme permet de favoriser l'emploi, les embauches et donc de faire reculer le chômage. Donc on verra comment cette mesure, rappelez-vous, qui avait été une source de difficulté déjà dans qui avait été retirée pendant la loi El Khomri, sur la loi El Khomri, qui avait été retirée. Si elle pose problème à nouveau et si le gouvernement recule devant cet obstacle-là. C'est un symbole important pour le patronat, important pour la gauche dans un sens contraire évidemment, mais qui manifestement interpelle les Français aussi. Emmanuel Macron qui a réuni aujourd'hui, c'est une image importante parce que c'est un dossier politique, humanitaire et mondial sur les migrants. Emmanuel Macron qui réunissait aujourd'hui à l'Elysée des dirigeants européens et africains pour essayer de conjuguer les efforts face à cette crise migratoire, les aides de l'Europe, les installations des hotspots, ce qu'on appelle les centres de retenue. On veut identifier les réfugiés. On écoute le président de la République. Ce que nous avons d'abord acté, je m'y étais engagé à Orléans au début de l'été, c'est de pouvoir avoir un traitement humanitaire à la hauteur de nos exigences et pouvoir, dans des zones identifiées, pleinement sûres, au Niger et au Tchad, sous la supervision du HCR, identifier les ressortissants algériens qui ont droit à l'asile selon les règles actuelles et pouvoir les mettre en sécurité le plus rapidement et leur donner justement cet asile en commençant la procédure dès le territoire africain. Moi, je suis rassurée par ce type de sommet où quand Emmanuel Macron va en Europe parler des travailleurs détachés, je me dis là, il comprend les préoccupations des Français et il essaye d'aller chercher les problèmes à la racine. Et en l'occurrence, un sommet sur les migrants comme ça, avec à la fois un certain nombre de pays africains qui sont concernés au premier chef et des pays européens importants, c'est très utile. Enfin, je vais voir les résultats, mais je veux dire en tout cas, ça veut dire qu'il voit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui correspondent aux préoccupations des Français. Et donc, bien sûr, il y a le Code du travail, il y a tout ce dont on a parlé, mais il y a toutes ces questions-là qui existent, qui sont des questions de fond, qui sont lourdes, qui sont complexes, qui en plus mettent en jeu un grand nombre de gouvernements différents et qui quand même, voilà, on voit un président qui dit « je vais m'y attaquer, je vais m'y atteler ». Et ça, je trouve ça intéressant et important. Effectivement, il fait effectivement pas suffisamment la pédagogie de sa propre politique économique, c'est peut-être le problème, mais sur un certain nombre de grands problèmes, on voit bien qu'il en a pris conscience et qu'il veut s'y atteler. Moi, je trouve que c'est plutôt de bon augure. Et si je peux ajouter, il fait exactement ce qu'il avait dit pendant la campagne. Il avait déjà parlé pendant la campagne de la création de hotspots dans les pays de départ. C'est ce qu'il est en train d'essayer de vendre. Sur les travailleurs détachés, il a dit qu'il voulait une modification de la directive et c'est ce à quoi il s'attelle. Et ce sont des sujets extrêmement importants sur le plan de la politique intérieure. Parce que là aussi, les électeurs de droite et de gauche le regardent sur ces deux sujets-là. Mais je regardais quelques chiffres qui doivent illustrer simplement l'importance de cette crise migratoire. Mais 3 repères. En Italie, depuis la fin de l'année 2014, 600 000 migrants, 14 000 morts en Méditerranée, pareil, depuis la fin de l'année 2014. Et Porte de la Chapelle à Paris, vous savez, il existe ce noyau de personnes en déshérence, qu'on appelle des migrants, des réfugiés, 36 évacuations. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il y a à la fois la prise de conscience pour les riverains qui sont à côté de ces migrants et puis une prise de conscience politique internationale. Mais outre la prise de conscience, c'est derrière quels sont les actes politiques qu'on arrive à mettre en place, quoi. Et pour celles et ceux qui ont regardé aujourd'hui BFM TV ou sur les réseaux sociaux les images qui venaient de l'Elysée, vous allez dire c'est très désuet par rapport à ce que l'on vient d'évoquer. Mais c'est une des images du jour. Il y a un nouvel arrivant à l'Elysée auprès du couple présidentiel. Il s'agit d'un chien. Il s'appelle Nemo, adopté par Brigitte et Emmanuel Macron. 2 ans, labrador croisé griffon, baptisé ainsi parce que le chef de l'État adore le livre de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Ils avaient déjà un dog, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, un dog argentin prénommé Figaro, mais je crois qu'il est en pension, c'est une des filles de Brigitte Macron. Et Nemo, donc, qui succède à Philae, la chienne labrador de François Hollande. On peut m'expliquer pourquoi la tradition du chien à l'Élysée ? Franchement,
C'est qu'il y a de l'espace, il y a un bel espace qu'il y a vert. 30 millions d'amis, qu'il y a énormément de gens qui ont des chiens, que c'est une façon aussi pour les gens de s'identifier. Quelqu'un qui aime les chiens c'est de la com, n'est pas la foncièrement politique. mauvais. Oui. Et ce qui m'a fait sourire dans cette histoire, c'est que ce chien a été perdu à Tulle. Voilà, comprenne qui pourra. Quand on vous dit que la communication se nourrit que de détails, eh ben celui-ci... La rupture, ça aurait été d'avoir un iguane ou une migale. Il y a une migale désormais à l'Élysée dans un terrarium. Je suis pas sûr que ça aurait bien plu aux Français. Tu penses on va regarder quelques réactions sur Twitter via le réseau social, bien sûr. Comme tous les soirs, vous allez réagir avec 20h. Paul, la super communication narcissique et arrogante de Macron se retourne contre lui. La poudre de Perlimpinpin ne fait plus effet. Que nous écritons ce soir aussi. Jupiter à 65% en juin et maintenant au fond des abysses. Jupiter est devenu Neptune. C'est un peu le problème de Nemo, hein, du nom du chien. Quand sondage et humour font bon ménage, Macron plonge, Nemo entre à l'Élysée. Bien vu, vous l'aviez senti venir. J'ai trouvé que Nemo, c'était un petit peu étrange. Routel Krief.